À Pontoise, qui a fait l'actualité de ce week-end de Pentecôte, quelques milliers de catholiques se sont rassemblés pour la grande assemblée. Je vous bénis avec affection, tel était le message du pape François adressé aux milliers de catholiques du Val d'Oise dimanche dernier. Il était 16h15 lorsque le visage du pape est apparu sur les écrans géants installés autour du podium dans le parc de l'école Saint-Martin. Assis au premier rang, 1092 personnes ont ensuite reçu le sacrement de la confirmation lors de la célébration à laquelle plusieurs évêques et de nombreux prêtres ont participé. La grande assemblée, dont l'idée avait germé en 2016 à l'occasion des 50 ans du diocèse, a débuté samedi avec une veillée. 10 lycéens âgés de 16 et 17 ans ont alors été baptisés. Nous nous rendons à Gonesse maintenant, où l'hôpital se dit saturé. Selon la CGT, les urgences font face à une importante hausse du nombre de patients, alors que les effectifs ne sont pas suffisants. Un nouveau préavis de grève a été déposé pour aujourd'hui sur ce site, ouvert depuis août 2016. Le point de rupture aurait été atteint il y a quelques jours, avec un record de 221 passages en 24 heures. La CGT demande ainsi le respect d'un minimum de 13 infirmiers de jour aux urgences, 11 aides-soignants et un paramédical, mais aussi 2 infirmiers supplémentaires et un aide-soignant pour la nuit. Des mesures de renfort provisoires ont été annoncées vendredi. À Argenteuil, une épicerie solidaire vient en aide aux familles en difficulté. Dans le cadre du projet Améliore ton quartier, 10 jeunes du Val-Notre-Dame ont récolté des denrées alimentaires pour une trentaine de familles. Samedi dernier, ils inauguraient les lieux et pour cette première, ils ont accueilli entre 20 et 30 familles dans la structure jeunesse du Val-Notre-Dame, transformée pour l'occasion en mini-supérette. La structure jeunesse prévoit de tenir cette épicerie une fois par mois. En décembre, les jeunes souhaiteraient faire la même chose, mais sous forme de friperie avec des jouets. 8 projets sont en lice dans le concours Améliore ton quartier. À la clé cette année, 3 gros voyages à l'étranger. À l'Isle-Adam, le chantier de la caserne de gendarmerie a commencé. Voilà déjà 5 ans que les gendarmes veillent à la sécurité du territoire de l'Isle-Adam en remplacement de la police. À la suite de ce redéploiement, un chantier de construction d'une caserne se met enfin en marche. En 2020, les gendarmes devraient enfin pouvoir emménager dans un bâtiment adéquat. Le projet de construction mené par Val d'Oise Habitat est entièrement financé par le département à hauteur de plus de 6 millions d'euros. Nous terminons ce flash avec un événement proposé par les Dragons du Ciel, le 17e festival des cerfs-volants du monde qui aura lieu jusqu'au 27 mai à Marines. Et cette année, Bali est l'invité d'honneur. Ce week-end, il y aura des démonstrations d'envol de cerfs-volants ainsi que des ateliers pour les enfants. Merci Solène. Nous vous retrouverons à 12h10 pour un autre point sur l'actualité proche de chez vous. C'était la matinale. Vous retrouvez maintenant Florence Sueur avec le bar de l'économie. Bonne journée. Bonjour Florence Sueur. Bonjour Christophe, comment allez-vous? Très bien, en pleine forme. Bon, je suppose que vous avez suivi le mariage princier? Oui, un petit peu, comme tout le beaucoup. monde. C'était samedi, c'était beau, c'était magnifique. Ouais, alors bienvenue au bar de l'économie. Aujourd'hui, on parlera logement, aménagement et immobilier. Et pour cela, si vous voulez bien, j'accueille nos invités tout de suite. Avant, c'est le générique. Parfait. Merci. Les morceaux ne sont pas bien, les deux premiers. Le premier, il est en live, et le deuxième, il y a qui parle avec un jeune homme. Alors, je vais vous les caler, moi je les ai dans la base de données. Oui, donc je vais vous les mettre dans les versions normales. Il y a le temps parce que j'ai pas mal d'infos d'abord. Je vais leur caler. Ouais, bonne idée. Vous êtes prête? Oui. À vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au bar de l'économie. Avec nos invités aujourd'hui, je disais donc que nous allons parler logement, aménagement et immobilier. Et pour cela, j'accueille tout de suite Nicolas Buchou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes urbaniste, cofondateur de Renaissance Urbaine, président du Cercle Grand Paris, le think tank français de l'investissement durable. Vous êtes également membre de différents comités et du réseau UNESCO des villes créatives d'Indonésie. À vos côtés, Fabrice Simondi, bonjour.
Bonjour. Vous êtes cofondateur de Vectuel et président de Pure House Lab, un promoteur du concept de co-living. Avec vous, on saura tout sur ce qu'est le concept de co-living. Et puis Vidal Benchemol, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un promoteur, mais un promoteur engagé, auteur, créateur des Éco-Faubourgs, né d'une étroite collaboration entre universités, écoles supérieures et professionnels de l'immobilier, une marque d'habitat durable qui fait se rejoindre la mobilité, les services et la construction. Et on veut bien savoir qu'est-ce qu'est cette marque. Alors avant de vous donner la parole aujourd'hui tous les trois, je vous propose quelques infos du jour. Tout d'abord, l'Italie pour diriger le futur gouvernement d'alliance des deux mouvements populistes, le mouvement 5 étoiles anti-système et la Ligue d'extrême droite. C'est le nom de Giuseppe Conte qui a été proposé hier au président italien Sergio Mattarella, seul décisionnaire en fait au final, mais qui ce matin a convoqué les différentes chambres pour prendre sa décision. C'est dire l'embarras dans lequel il est. Âgé de 54 ans, Giuseppe Conte est juriste, un spécialiste de droit civil et administratif. Cet homme de gauche, toujours resté jusqu'à présent loin de la politique, avait été présenté avant les élections du 4 mars par le mouvement 5 étoiles comme possible ministre chargé, je cite, de débureaucratiser la fonction publique. Vous devez vous demander pourquoi ce n'est pas l'un des deux membres des mouvements populistes qui prend la tête. Eh bien tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu de résultats suffisants aux élections. Bien sûr, l'Europe s'inquiète car les Italiens doivent maintenant se positionner sur l'austérité, une simplification fiscale via une flat tax, un revenu de citoyenneté à hauteur de 780 € par mois, la baisse de l'âge de la retraite, la lutte contre la corruption et leur volonté d'ouvrir des partenariats avec la Russie. Seule bonne nouvelle pour l'instant pour l'Europe, ils ne souhaitent plus sortir de l'euro. Mais mauvaise nouvelle par contre pour la politique européenne de notre président Macron, car l'Italie est la troisième puissance économique d'Europe. Les populistes n'y sont pas très favorables, tout comme d'ailleurs les pays d'Europe du Nord. Peut-être nous en parlerons avec Stéphanie Vonneux, vice-présidente du Conseil d'Île-de-France, attachée justement à l'Europe et qui viendra à l'antenne ce vendredi 25. Soyez à l'écoute. Seconde info du jour, c'est Pierre Paperon de la société Solide qui nous informe que la Chine vient de lancer officiellement le classement des crypto-monnaies blockchain publiques dans le monde suivant 3 critères: technologie, usage et degré d'innovation. Une manière de prendre la main et de créer la première agence de notation de la crypto-monnaie qui grille la priorité aux classiques Moody's, S&PS et Fitch Ratings. Mais il classe Ethereum en premier, puis vient Steam, Lisk et Neo, puis Comondo, et Bitcoin n'arrive seulement qu'en 13e position. Donc résultat bien sûr étonnant, qui peut être lu sous 2 angles d'après Pierre Paperon. Le premier, le classement en lui-même avec Bitcoin en 13e, des projets qui ne sont pas vraiment des blockchains, et détruit donc la classique liste unidimensionnelle des capitalisations monétaires faites par CoinMarket. Secondo, on peut lire ce tableau de classement comme l'intention des autorités en mettant en avant certains projets par rapport à d'autres. Soyez donc prudents dans vos investissements en crypto-monnaie. Troisième info, ce mardi 22 mai à 18h30, l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, qui sera avec nous d'ailleurs ce jeudi, vous propose à Paris une conférence sur les Rohingyas, 9 mois après le début de la crise. Où en sommes-nous ? Avec près de 700 000 Rohingyas venus se réfugier sur son territoire pour fuir les violentes exactions commises par l'armée birmane à leur encontre, l'État d'Arakan, depuis le 25 août 2017, le Bangladesh fait face à une crise humanitaire sans précédent dont on a peine à voir une issue prochaine. Donc inscription obligatoire mais entrée gratuite sur le site de l'IRIS, iris-france.org. Quatrième et dernière info, Andilly Art, 25 au 27 mai, au complexe polyvalent d'Andilly. Peinture, sculpture et street art, mais aussi calligraphie et vitrail. Des artistes contemporains sont mis à l'honneur pour la première biennale d'art contemporain d'Andilly. Allez, tout de suite, on part pour une pause musicale avant de donner la parole à nos invités sur l'aménagement et la construction. Si tu crois que j'ai eu peur, Donc après, c'est faux. là il faut que tu enlèves. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de Oui, mais après tu as. Toi, moi le cœur.
Et si tu crois que Tu le mets à l'émission, d'accord? Florence, allez, je te laisse. Vous avez prévu combien de pauses musicales dans l'émission? Ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de votre temps de parole. Quand je vois que ça s'essouffle un peu, je mets une pause musicale. Globalement, toutes les 10-12 minutes. Tu suis bien la chronique, hein. Elle va venir de toute manière, la chronique. Elle va venir vers 9h30. Oui. Non, mais alors, si tu effaces là, vas-y, efface. Tu viens à une émission. Bar de l'économie. Le 22. Regarde, tu as le troisième. Tu l'effaces ici. Et tu le mets là. D'accord? Ici, là, tu l'effaces là. Et tu le mets là. Voilà, ton moteur. Et donc ici, tu le mets en vert. Tac. Florence, on laisse la musique complète. Non, non, vous me dites... Là, on a à peine une minute. On attend au moins 1 minute 50. Oui. Et là, tu mets Céline Dion, et puis après, il y a le tu le mets en vert. Tac. Donc, simplement, vous parlez bien face à votre micro, parce que le point de... Voilà, le point d'enregistrement de la voix est bien au milieu. D'accord. Soyez détendus, on va pas vous mordre, et moi non plus. Hein. Je dis ça parce que votre ami Vidal est un peu stressé. Vous allez voir ça. Vous allez me dire après, ah mais c'est si vite. Vous allez voir. Après, tu seras prêt pour TF1. Voilà. Ouais. Mais On fait pas de pitch dans vos métiers comme dans les autres métiers. Pas vous, vous êtes habitués. Hein, à peu près 30, donc tu lui donnes la parole, tu la préviens. on y va? La parole. On va y aller? Florence. Allez. Eh bien, nous revoici de retour. Vous avez entendu la belle voix de Garot et de Céline Dion. Nous voici de retour pour parler logement, aménagement et immobilier. Alors tout d'abord, Nicolas Buchou, vous êtes urbaniste et vous étiez au Forum mondial de Kuala Lumpur. Que s'est-il passé et qu'avez-vous vu peut-être d'étonnant ou quelles nouvelles? Quelles sont les nouvelles? Merci Florence. On ne va pas faire un résumé du Forum urbain mondial de Kuala Lumpur qui a eu lieu au mois de février maintenant, mais il y a un rapport du ministère des Affaires étrangères très complet qui doit sortir ces prochains jours. Je voudrais simplement, moi, retenir un point, puisqu'on est là dans le cadre de la barre de l'économie consacrée au logement, qui est que les sujets liés au logement dont on entend beaucoup parler, et à bonne raison en Île-de-France, l'augmentation du prix, l'augmentation régulière du prix des loyers, l'augmentation aussi du prix de la construction, la déconnexion toujours trop importante entre les projets d'aménagement, de construction de logements et puis la disponibilité des transports en commun. Oui, on en parlait justement avec Jacqueline Eustache-Brugnot, la sénatrice du Val d'Oise qui est venue vendredi dernier. Elle dit carrément que c'est difficilement applicable, ce projet de loi Elan, parce qu'on ne pense pas global et on ne pense pas justement réseau collectif transport. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on est là au cœur du sujet et que c'est un sujet parisien ou grand parisien et c'est presque aujourd'hui devenu une problématique universelle. L'autre point que je souhaiterais souligner, puisque j'ai eu la chance d'organiser avec un certain nombre d'autres organisations une rencontre sur la question du développement du logement dit accessible, donc le logement social et au-delà, le logement accessible dans les grands territoires métropolitains. On est vraiment face à une ambiguïté ou à un paradoxe entre d'un côté un fort pouvoir d'attraction des métropoles et des grandes métropoles et de l'autre une indisponibilité, j'allais dire malheureusement toujours croissante de logements accessibles et l'absence, en réalité, l'absence d'outils de régulation et de politique publique adaptés. Et on le voit bien aujourd'hui en Île-de-France, on a du mal avec ça. Mais c'est vraiment un problème mondial dans l'ensemble des grandes métropoles, en partie des pays développés. La question se pose aussi ailleurs. Vous parliez de l'Indonésie tout à l'heure.
On pourrait prendre de nombreux autres exemples, Égypte, Maroc ou autres, mais j'allais dire dans des termes un peu différents par rapport à la rencontre d'aujourd'hui. Donc le problème finalement du logement et du transport, enfin bref, collectif est international. Est international. Les mêmes problèmes se posent, qu'on soit comme en Indonésie, en Asie ou chez nous. Je dirais même, ça fera peut-être la transition avec la suite, plus on rentre dans cette société dite digitale, bon elle n'est pas que digitale, mais plus on est dans un monde digital, plus ces fractures territoriales existent, et plus il devient urgent, vous évoquiez tout à l'heure dans votre note d'information ce classement des blockchains, puis il devient urgent de trouver des solutions en matière de logement en particulier, qui répondent à ces tensions de notre environnement digital et numérique. Fabrice Simondi, vous hochez la tête, vous voulez peut-être réagir? Oui, je réagis au propos de Nicolas pour dire que nous, sur nos activités de co-living du Puros Lab, qui est une fédération qui regroupe 400 membres, on part de ce principe-là et du même constat de dire qu'en 2050, on va être plus de 3 milliards d'individus. Il y aura plus de 700 mégalopoles de plus d'1 million d'habitants. Ça veut dire qu'il faudrait construire 100 000 logements par jour pour parvenir à loger l'ensemble de la population. Et forcément, vu ces tensions, au-delà du digital, on comprend bien l'impact sur les prix que ça peut avoir. C'est, je crois, la grande transformation du siècle de se dire qu'en 1900, un habitant sur 10 habitait en ville. On va arriver en 2050 à 7, 8, 9 sur 10. Donc, on va avoir une tension urbaine fantastique. Et là, effectivement, l'innovation et le changement des modes de fabriquer la ville est une évidence. Et on s'inscrit dans cette ligne-là. Est-ce que vous pensez que la France est dans cette même ligne? Parce que on sait très bien que la concentration en Asie est beaucoup plus forte que chez nous, par exemple. Je pense qu'effectivement, il y a des différences de masse aussi en termes d'habitants et de niveau de développement, mais on n'a qu'à voir très concrètement le prix de l'immobilier dans l'Île-de-France en 10 ans pour observer le rapport et la tension qui existent. Et aujourd'hui, vous voyez toute cette génération, je suis aussi issu de la technologie, ce qu'on appelle les millénials, la génération Z. Eux, ils sont très opportunistes aujourd'hui parce qu'ils se disent, ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est une terre qui est pourrie, où il n'y a plus d'avenir, des logements qu'on n'aura jamais. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre? Beaucoup d'entrepreneurs disent, voilà, on ne peut pas les retenir, etc. Et ça, c'est vraiment une résultante directe de cette qualité de vie au sens global, et le logement est quand même un des basiques qui influence complètement la culture des générations. Donc oui, on n'a pas les mêmes phénomènes, parce qu'en Asie, vous parlez de l'Asie, mais ils vivent justement de manière comme on a vécu en France autrefois, c'est-à-dire ils vivent en famille, donc il y a beaucoup de regroupements familial avec les sociétés matriarcales, ils vivent tous ensemble, c'est plus le cas ici, tout le monde veut son logement individuel, donc on a différents modèles, mais on a cette même tension, et aujourd'hui vous dites à un jeune qui vient de travailler à Paris de 20 ans, est-ce que tu auras accès au logement? Point d'interrogation. Alors, quelles sont donc les solutions possibles, Nicolas? Qu'est-ce qu'on a pu noter? Parce que, alors on se plaint de la construction, donc on reprend l'exemple par exemple de l'Île-de-France, mais le problème c'est qu'il y a des villes, elles ne peuvent pas augmenter leur territoire, il y a un espace limité, donc il y en a qui ne peuvent plus. Comment fait-on? Quelles sont les solutions nouvelles qui ont émergé ces dernières semaines? Moi, je suis un peu un incorrigible optimiste dans cette matière. En fait, on voit bien que les pouvoirs publics, l'État, les collectivités sont à la manœuvre pour essayer de dégager des marges de manœuvre. Une des raisons pour lesquelles le Grand Paris, ce projet du Grand Paris avait été lancé il y a une dizaine d'années, c'était précisément pour connecter un effort en matière de construction de logements à un développement de nouvelles infrastructures, d'où le Grand Paris Express, même si dans certains territoires aujourd'hui franciliens, il sera en retard, au développement durable. Mais pour présider le Cercle Grand Paris, qui est un think tank et une association, depuis maintenant 7 ans, moi je suis convaincu que la ressource numéro 1, c'est la capacité à créer des partenariats solides, des partenariats efficaces, des partenariats durables entre acteurs publics, acteurs privés, acteurs institutionnels,
acteurs issus de la société civile. On en parlera peut-être après, mais on voit bien, et vous avez consacré des émissions au sujet, quand on parle de tiers-lieux, quand on parle de lieux alternatifs, quand on parle d'habitat participatif, il y a mille et une formes d'innovation territoriale qui sont à l'œuvre, mais elles n'auront à mes yeux de réelle valeur que si on est capable de les décliner en quantité. Hein. Un lieu en tant que tel ne suffit pas. Et par contre, je pense aussi beaucoup que la solution viendra de la capacité des acteurs, notamment de l'immobilier, à se saisir de ces problèmes et à en faire des solutions. C'est pas, c'est pas la baguette magique, mais on est obligé d'accepter que ces problèmes sont là. Pas toujours de les repousser en disant on les traitera demain, mais d'accepter que ces problèmes sont là et de trouver des solutions très opérationnelles. Et en matière de promotion immobilière, on a la chance quand même aujourd'hui en France, dans le Grand Paris en particulier, mais dans la plupart des villes en France, d'avoir des acteurs immobiliers dans les grands groupes, mais pas seulement, des investisseurs, des promoteurs qui ont pris le problème à bras-le-corps pour aller en quelque sorte vers la construction de nouvelles villes. Alors justement, à vos côtés, Vidal Benchemol, vous avez publié un livre en 2013, Vers un nouveau mode de ville, ça s'appelle, parce que vous avez créé un concept, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Éco-Faubourg. Alors, qu'est-ce que c'est que Éco-Faubourg pour un promoteur que vous êtes? À l'origine, merci Florence. À l'origine, je suis un promoteur immobilier tout à fait classique qui construisait du logement en centre urbain. Et dès le Grenelle de l'environnement, en 2007-2008, on a commencé à réfléchir un petit peu différemment en se disant qu'il fallait changer absolument de paradigme dans notre manière d'envisager l'habitat. Exactement comme vient de le décrire Nicolas. Et donc nous avons inventé Éco-Faubourg. Éco-Faubourg est un concept nouveau d'habitat qui repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la construction écologique, avec effectivement la performance énergétique, la santé à travers le choix des matériaux, le recyclage de l'eau, etc. etc. Le deuxième pilier étant la mobilité. La mobilité, pour nous, est un facteur extrêmement important, un petit peu dans le sillage de ce que vient d'expliquer Nicolas. La mobilité doit être réfléchie non plus uniquement par la ville et par les règles d'urbanisme, par les PLU, mais également par les promoteurs qui se veulent responsables. C'est-à-dire que chaque projet Éco-Faubourg s'accompagne d'un véritable concept de mobilité qui lui est dédié et qui peut donc donner lieu à la création de tout un tas de services de mobilité intégrés à la construction. Et cela pour diminuer non seulement le nombre de places de parking, mais également pour inciter les usagers d'Éco-Faubourg d'utiliser d'autres modes de mobilité. Et tout à l'heure, je vous en donne un exemple sur un projet pilote que nous avons construit. Le troisième pilier de Éco-Faubourg, ce sont les services. On parle tous du lien social, du mieux vivre ensemble, etc. Tout cela, ça reste des mots extrêmement vagues. Par contre, dès qu'on essaye de rentrer dans la pratique, on se rend compte que pour créer du lien et du lien social entre les gens, il faut des services qui soient intégrés dans la construction. Nous avons par exemple, et maintenant ça devient à peu près une norme dans l'ensemble de nos réalisations, des laveries communes, des jardins potagers en plein centre-ville. Je rappelle que nous ne construisons qu'en centre urbain. Donc des jardins potagers, des appartements d'invités, des appartements communs, des appartements partagés pour personnes âgées, qui est une de nos spécialités que nous avons développée un petit peu à risque parce que nous n'avions absolument aucune expérience autour de cela. Et ça marche très bien également. Et tout un tas de services qui sont une salle commune de fête, etc. Pour mettre au point le projet Éco-Faubourg, je dois dire que nous sommes basés d'abord sur notre propre expérience. On avait construit jusqu'en 2008 à peu près 3300 logements, mais également sur les études qui ont pu être faites et les expériences qui ont pu être réalisées à l'étranger. Donc ça nous a donné l'occasion de faire à peu près 35 voyages d'études à travers toute l'Europe pour aller rencontrer ceux qui avaient lancé des expériences, alors plutôt
heureuse ou malheureuse, mais en attendant, nous avons toujours tiré un enseignement. Alors, qui sont les pays étrangers on va dire, le plus en avance? Alors, bien sûr, il y a les pays nordiques, mais une des premières expériences est extrêmement intéressante sur la partie technique. Alors, il y a plusieurs parties, la partie technique et la partie sociétale. On a l'impression qu'en fait, vous réfléchissez maintenant non plus en innovation technologique et technique, comme vous dites, mais plutôt en innovation sociale. Vous pensez qu'on est arrivé au bout de la technologie? Pas du tout. Non. Les innovations technologiques sont toujours nécessaires. Elles sont là. Elles seront toujours là. Mais le fait est que la vraie question, c'est de quelle manière va-t-on intégrer ces innovations pour qu'elles deviennent pour qu'elles aident à une transformation de notre mode de vie. Et donc les pays les plus en avant, les expériences les plus intéressantes. Les expériences les plus intéressantes sont faites en Autriche. En Autriche, où on a été visiter le premier immeuble passif en bois, alors qu'à la même époque, on nous disait qu'il était interdit de construire en France en bois au-delà de 3 ou 4 ou 5 étages, et c'était il y a 10 ans. On a vu des communautés aussi bien au Danemark, à Malmö, il y a un projet extrêmement intéressant qui s'appelle B01, qui est un projet de 1500 logements autonomes en énergie. Donc à chaque fois que nous avons été visiter un projet innovant, on en a tiré forcément des leçons pour Ecofobo. Alors là, quand même, une indication de tarif, on parle de logements qui se situent à quel niveau de prix? D'abord, c'est des locations ou c'est proposé à l'achat? Alors, ce sont des logements qui sont proposés à l'acquisition, à l'achat, qui peuvent être également développés dans le cadre de location, mais de location plutôt moyen haut de gamme. Effectivement, en termes de coûts, nous avons des surcoûts. Il est clair que tous ces services, toutes ces performances, on ne les atteint pas en coupant les coûts de tous les côtés. Mais à l'expérience, on se rend compte que le surcoût est assez marginal compte tenu du résultat obtenu. Le surcoût est d'environ de 10 à 12% en matière de travaux, ce qui n'est pas énorme compte tenu du résultat. Car nous avons réalisé un projet pilote. Alors nous sommes épaulés sur 2 programmes de recherche également avec 2 universités avec lesquelles nous nous sommes associés. L'université de Lucerne pour la partie architecture, urbanisme et énergie renouvelable, et le TH de Zurich, l'école polytechnique de Zurich, et le Von Forum plus particulièrement, pour la partie sociologie de l'habitat. Il était important pour nous de ne pas créer des gadgets, mais de créer un véritable concept qui soit pérenne. Et donc, avec l'école polytechnique de Zurich, nous avons suivi la réalisation d'un projet pilote que nous avons donc développé d'une centaine de logements en plein centre de Zurich, dans lequel nous avons absolument installé l'ensemble de ces services. Et nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, tous les progrès technologiques existaient, ils étaient tous là. Simplement, comment faire passer le message aux usagers. Accepter. Comment le faire accepter? Par le citoyen ou l'élu? Alors, l'élu, c'est très difficile. Il faut que le citoyen l'utilise pour que l'élu l'accepte, reprenne le relais et finalement en fasse la promotion. C'est à peu près ce qui s'est passé. Il se trouve que à Zurich, on s'est rendu compte que toutes ces innovations, on ne pouvait en faire la promotion qu'à partir du moment où nous avions quelqu'un sur place. Et nous avons inventé un nouveau métier. C'est le métier de facilitateur, de facilitatrice, de coach en fait, qui est sur place pendant une période de 2 ans et qui explique comment marche l'ensemble des services que nous avons mis au point. Ce n'est ni un concierge ni quelqu'un qui s'occupe du service après-vente, mais c'est quelqu'un qui est là sur place pour faire la promotion de l'ensemble des services que nous avons mis au point. Et le coach, en réalité, je vous donne un exemple tout bête. Nous avons installé des vélos électriques en libre service. Le premier mois, il y a eu 140 heures d'utilisation de ces vélos électriques et la coach a organisé une réunion, un apéro avec les usagers qui habitaient sur place, mais également Ecofobo nous avons beaucoup travaillé sur le principe de la porosité.
Donc Écofaubourg est un habitat qui est ouvert également au voisinage. Et donc, à la suite de cet événement sur la mobilité, on s'est rendu compte que les utilisateurs des vélos électriques, nous sommes passés de 140 heures à aujourd'hui 1600 heures par mois, ce qui nous a occasionné... Oui, c'est énorme. Oui, on a été obligé de doubler le parc, tout simplement. Vidal Benchemol, je vous propose une petite pause musicale et après on revient avec vous trois toujours pour parler aménagement, logement et immobilier bien sûr. C'est qui là? Je sais plus. Là, c'est ouais, One. Tiens, t'arrives au bon moment à la pause musicale. Excusez-moi monsieur, si vous pouvez parler plus près des micros. Oui, parce que vous vous tournez vers Nicolas. Et ça va pas, faut vous tourner vers moi. Désolée. J'ai pas trop parlé. Non. C'est très intéressant, c'est ce qu'il faut. Après, je vous relance pour finir sur Zurich. Ouais. Et je vais vous demander s'il y a d'autres projets peut-être en France ou pas. Ou, voilà. Et puis après, on va passer la parole à Nicolas qui voulait réagir. Et puis ensuite, on passera la parole à Fabrice. Si jamais tu as Michel en face, il a tendance à couper les micros. Comme tu as vu la semaine dernière. Michel. Celui, et puis à 50, on passe la parole à Jackie qui vient d'arriver pour sa chronique culinaire. Et après, on aura, on rend l'antenne à 58 à peu près, 57, 58. Donc vous verrez le temps qui va nous rester pour faire une petite conclusion, chacun votre tour ou tous les tours. L'ordinateur prend la main à 9h58, 50. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut donner des indications de prix pour ce type de prix moyen au mètre carré? Alors, la réalisation de Zurich n'est pas significative pour... ça dépend de ce qu'on met comme service, ouais. Non, parce que les prix ne sont pas du tout les mêmes. Ah oui. 1000 € le mètre carré en moyenne. Où? Zurich. Combien? 20 000. Même pour un appartement non, comme ça? Non, était moins cher. On était à 9-10 000 parce que c'était un projet de 2014. Mais les prix ne sont pas du tout... Ouais, il n'y a pas de référence. Et donc les prix de travaux ne sont pas les mêmes. Par contre, je préfère parler de proportion. Quand j'ai dit 10 à 12%, c'est 10 à 12% de coûts de travaux supplémentaires. Ah oui, d'accord. Donc ce qui est pas énorme. C'est pas énorme dans l'économie d'un projet immobilier. Il reste 20 secondes. Ok. On y va? Sur IDFM, c'était Louane avec sa chanson Immobile. On retrouve nos invités, Nicolas Buchou, Fabrice Simondi et Vidal Benchemol, avec qui nous parlions avant cette pause sur les différentes possibilités de logement, notamment celle de Zurich. On prenait l'expérience de Zurich, où vous avez mené un projet, Vidal. Donc, on parlait des coûts. Alors, le coût de construction, c'est ça que vous vouliez préciser? Oui, le coût de construction est forcément plus élevé. Un tout petit peu plus cher. Un tout petit peu plus cher, mais ne reste pas rédhibitoire. Il est de 10 à 12% en matière du coût de travaux, mais dans l'économie générale d'un projet immobilier, il peut être absorbé. Alors, est-ce que la France être capable de mettre de tels projets en place? Parce que le français est peut-être moins éduqué que le suisse. Non, c'est faux. Non, je ne suis absolument pas d'accord. Moi, j'ai été à Zurich parce que j'ai absolument aucune vocation à aller en Suisse. Donc, j'ai été à Zurich parce que j'ai rencontré ici divers élus qui me disaient « Ah, mais votre projet est très très bien, mais votre expérience, faites-la vous-même avec votre argent, les PLU ne peuvent pas être dérogeables, etc. etc. » Entre-temps, les choses ont beaucoup bougé, les esprits ont évolué, et il se trouve qu'après cette expérience de Zurich, donc j'ai rencontré un grand nombre d'élus sur l'île de France, et qui sont quasiment tous, friands de ce type d'expérience. Pourquoi? Parce qu'en réalité, avec Écofaubourg, nous répondons en partie aux questions qui sont aussi posées à la ville.
les questions du lien social, du mieux vivre ensemble, les questions des espaces extérieurs, les questions de la qualité de l'architecture, etc. Ce sont des questions prégnantes pour les élus, et nous sommes là aussi pour répondre à ces préoccupations avec de vraies solutions. Merci beaucoup Vidal Benchemol. On va passer la parole tout de suite à Nicolas Buchou. Vous vouliez peut-être réagir ou Oui, nous apporter... Florence, vous posiez tout à l'heure la question à Vidal en disant est-ce qu'on est arrivé au bout d'un cycle d'innovation technologique et est-ce qu'aujourd'hui les attentes ne relèvent pas plus de la société ou de ce qu'on a parfois coutume d'appeler l'innovation sociale. Moi, je voudrais dire qu'on est dans un balancement permanent entre ces deux aspects. De plus en plus, l'immobilier est appelé à intégrer des composantes d'innovation, que ce soit en matière constructive ou en matière digitale. Mais on voit bien aussi que les attentes de la société, Fabrice Simondi parlait tout à l'heure des attentes de nouvelles générations, sont souvent extrêmement mal prises en compte. Je voudrais dire là aussi à quel point c'est pas une spécificité française, presque malheureusement, j'allais dire. Et que de plus en plus, après j'allais dire une décennie consacrée à l'invention des réseaux sociaux, de Facebook, de Twitter, de la ville digitale, des blockchains, etc., on est comme dans un moment un peu de respiration. Vous évoquez le résultat des élections en Italie, où on se rend compte qu'une partie de la société a avancé beaucoup plus vite que le reste. Et finalement, on utilise tous peut-être un smartphone, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on est tous, j'allais dire, aptes à maîtriser ces nouvelles technologies dans tous les domaines de la vie. Et puis surtout, on n'en a pas tous besoin, c'est ça. Et on n'en a pas tous besoin de la même manière. Un mot, je ne veux pas être trop long, mais pour dire que je veux citer deux exemples très concrets. Les travaux de la préparatoire de la prochaine réunion du G20 qui doit se passer en Argentine. On a la chance que notre think tank ait été retenu pour faire partie du T20, c'est-à-dire l'assemblée des think tanks auprès du G20. Et donc on est en train de préparer en ce moment toute une série de documents d'orientation sur les questions justement du logement et des infrastructures. Et on voit bien que ce dont on parle là est vraiment au cœur du sujet. On a une réunion dans une semaine à Berlin, et ces questions-là de logement et de financement du logement et des infrastructures est tout en haut de l'agenda. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, nous avons notre forum le 12 juin prochain, ce sera chez ICAD, qui est un acteur majeur de l'immobilier, et on va lancer en France un partenariat qui est un partenariat mondial qui a été annoncé à Kuala Lumpur, qui s'appelle le Challenge pour les villes, ou le Cities Partnerships Challenge. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est créer de nouveaux partenariats publics-privés, académiques, sociétés civiles, pour développer des expérimentations qui fonctionnent, pour les soutenir et faire en sorte justement d'éviter ce biais entre des technologies, des infrastructures et puis des conditions de vie et d'habitat toujours plus difficiles. Et on présentera à cette occasion, par exemple, un nouvel ouvrage qui s'appelle Investing in Communities Future. Vraiment investir dans le développement des quartiers de demain, qui est une forme de... Moi, je vois ça un peu comme une réponse aux propositions que Jean-Luc Borloo a aujourd'hui du mal à faire passer pour les banlieues. Mais il faut voir au-delà de ces banlieues aujourd'hui. On n'est plus du tout dans la politique de la ville d'il y a une quinzaine d'années ou il y a une vingtaine d'années. Le développement des quartiers concerne en réalité toute la ville et on ne sait plus très bien, à vrai dire, comment le faire. C'est-à-dire que vous voulez dire qu'on a construit de trop grands quartiers avec des trop grands immeubles de grande hauteur et qu'on ne sait plus les gérer? Non, je veux dire qu'on pense que le problème vient de ces quartiers avec ces immeubles de grande hauteur, alors qu'en fait, le problème vient du fait qu'on ne sait plus bâtir aujourd'hui des quartiers qui fonctionnent bien les uns avec les autres, qui forment une ville tous ensemble et de relier l'ensemble de cette matière, parce qu'on continue à raisonner dans des échelles locales, métropolitaines ou nationales, et on n'a pas encore suffisamment bien développé ce savoir-faire. Comment est-ce qu'on tire le meilleur parti d'expériences internationales et comment est-ce qu'on répond au fait que nous sommes tous à la fois des acteurs locaux et d'une certaine manière un peu des acteurs globaux au quotidien. Au quotidien. Alors Fabrice, vous avez, vous êtes le promoteur du concept de co-living. Qu'est-ce que c'est ce concept du co-living? Comment vous l'envisagez? Voilà, alors le concept du co-living, co-living, en commun, j'imagine, du futur. C'est de dire que, en fait, ça existe, ça se développe partout dans le monde actuellement. Nous, on est une association qui regroupe 400 membres et au niveau international, sur l'ensemble des continents. C'est un habitat participatif
mais un habitat participatif qui va être opéré par une tierce personne. Donc on va pouvoir vivre collectivement, au lieu de régler toutes les choses pratiques de la communauté. Il y a un opérateur qui prend en charge la gestion de ces problématiques-là. Donc c'est le concierge, le gardien d'immeuble façon du 21e siècle, on va dire. Alors c'est tout un ensemble de services, on en a parlé avec Vidal tout à l'heure, mais c'est tout un ensemble de services où oui, peut-être ce concierge n'est plus un concierge, Voilà. il est peut-être community manager, comme on dit, mais il ne s'occupe pas forcément que de l'immeuble, il gère peut-être les colis au niveau local, dans son quartier, et donc au lieu d'être une source de coûts et devenir une résidence de service, il autofinance son poste. C'est-à-dire qu'au lieu d'être assigné à un immeuble, comme l'était le gardien il y a un siècle, maintenant, il va pouvoir servir au quartier. De plusieurs, par exemple, c'est la laverie qui est en rez-de-chaussée, au lieu d'avoir un espace personnel de buanderie, il devient collectif, mais au lieu que ça soit un espace glauque, ça devient un espace sympathique où on peut prendre un café. C'est favoriser des espaces collectifs où il puisse y avoir de la rencontre. Et on vient répondre à une grande demande qui est finalement le co-living, c'est densifier les surfaces privatives. Donc moins de mètres carrés, mais pour moins de mètres carrés, on a un usage de beaucoup de mètres carrés dans l'espace habitable. Et donc cet espace mutualisé va favoriser la rencontre. On n'en parle pas assez, mais on parle de l'effet de pression des prix, donc on se regroupe pour payer moins cher, mais il y a aussi la solitude urbaine. La solitude urbaine, c'est une vraie pandémie. En 1980, aux États-Unis, il y avait 20% de la population, selon le MIT, qui était dite en solitude profonde urbaine. Elle est aujourd'hui de 40%. Des études ont montré que c'est pas simplement... Donc 40% des personnes âgées... Non, pas des personnes âgées, la population. À Londres, 42% des moins de 45 ans s'estiment être seuls. Oh là là. Donc on est tous regroupés dans ces mégalopoles, mais on est dans une solitude urbaine. Vous allez au café, peut-être digital, derrière nos portables. Et finalement, ça a un impact aussi, pourquoi je dis pandémique, c'est sur la santé. On a démontré que la solitude urbaine avait un effet comparable à l'obésité ou au tabagisme. Maladies cardiaques, maladies vasculaires, dépression. Donc, pouvoir en fait se dire, moi je dis que c'est le retour des cocos, collectif, cohabiter, revivre ensemble, et de favoriser en fait un espace habitable où on a plein de services, et même dans le terme de développement durable, se dire ok, on a tout un équipement technique, à nous je parlais de la laverie, finalement on pourrait le mutualiser avec des choses plus performantes, créer des espaces de rencontre, remettre cette conciergerie, c'est plus un gardien, c'est une conciergerie pour les habitants, ben, on augmente le niveau de service, on peut le mutualiser au niveau des coûts à l'échelle de quartier, et en plus, on va rencontrer ses voisins, on va rencontrer l'environnement, on va recréer du contact. On a un peu l'impression que c'est un genre de campus universitaire à l'échelle de gens qui travaillent ou qui sont retraités, par exemple. Et justement, je pense que, vous savez, on en parlait, mais pourquoi Vidal nous a parlé d'aller à Zurich, le cadre réglementaire est très rigide. Il faut quand même se dire que 92% des Français ne pourraient pas présenter un dossier locatif d'habitation à Paris. Aujourd'hui, il y a toute une rigidité qui freine l'accès au logement, aussi une rigidité dans la construction. Le cadre réglementaire ne permet pas aujourd'hui d'innover correctement. Donc, moi, je pense que l'immobilier est très en retard sur l'innovation. Je suis issu du digital, où ça a été très vite. On a vu des boîtes comme Airbnb qui sont devenues mondiales très rapidement, ou des sociétés, on parle de Google, ça a 15 ans, c'est très jeune. Et pourquoi dans l'immobilier ça a tardé? Et bien qu'il y ait des initiatives, c'est qu'il y a une part capitalistique forte pour démarrer, il y a des investissements qui sont importants. Et puis donc le cadre réglementaire rigide. Et finalement, les acteurs n'ont pas été trop bousculés. Donc aujourd'hui, ils ont bien compris qu'il fallait bouger, d'où des initiatives pour essayer de faire de l'innovation et de passer à ce que, on vient d'en parler encore avec Vidal, c'est-à-dire s'intéresser à l'usage des habitants. Passer de maître d'ouvrage à maître d'usage. Et les vies ont changé là aussi. Les vies, avant, elles étaient linéaires. On vivait, on naissait dans sa ville, on travaillait dans sa ville, dans la même entreprise, on était marié, et puis on était retraité. Et on mourait à cet endroit-là. Oui, il faut dire qu'on restait 30 ans dans la même entreprise, ce qui n'existe plus maintenant. Exactement. La jeune génération, là, sur les millénials, pour la première fois, ils habitent à plus de 250 km de leur lieu de naissance. Dans une vie, aujourd'hui, elle est parsemée, je vais dire, de fragilité. Jusqu'à 25 ans, on est jeune, en risque. En plus, après, qu'est-ce qu'il y a? Le divorce. Ensuite, il y a la retraite, il y a la perte d'emploi. Donc,
quand on regarde toutes ces périodes de 25 ans avec l'espérance de vie qu'on a, on a 50 ans de fragilité. Et là, justement, de se retrouver dans un habitat où on est en lien, on est soutenu par de la communauté qui se crée, ça devient très important pour assurer ces périodes transitionnelles. On est passé de gens qui vivaient linéairement à des vies transitionnelles. Vital, et là, alors moi j'aimerais rebondir, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Fabrice. Il a dit quelque chose d'extrêmement important au sujet de la solitude urbaine. Lorsque nous avons réfléchi à ce concept éco-faubourg, habituellement, lorsqu'un promoteur immobilier réfléchit à un projet, à un nouveau concept, ce qu'il place au centre de sa réflexion, c'est la pierre, l'investissement et la rentabilité. Nous avons choisi, nous sommes partis d'un constat terrible, c'est que la solitude urbaine était un véritable fléau. Il faut savoir que dans une ville comme Paris, intramuros, 53% des logements sont occupés par une seule personne. Donc cette solitude urbaine a été vraiment un élément déclencheur. Et donc nous avons placé au centre de notre réflexion non pas la pierre, la rentabilité ou l'investissement, mais plutôt l'humain. Et c'est en partant des nouveaux usages, des nouvelles attentes qu'est né le projet éco-faubourg et qui répond tout aussi bien, même beaucoup mieux, aux attentes des usagers qu'un simple logement qui est tout bête avec une porte d'entrée et 3 fenêtres. Alors, Vidal, je vous en félicite parce que justement, l'observation quand même va de fait. La production de logements aujourd'hui, on regarde les années 80, on enlève les couches technologiques, la décoration. Malgré ce changement de société, on retrouve des productions très similaires qui n'ont pas foncièrement changé depuis 30-40 ans. Et aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle, là, je parlais de co-living, mais on a 400 membres et on a énormément d'initiatives qui se créent. D'ailleurs, les gens se sont déjà organisés. Vous connaissez la colocation, vous pensez qu'il n'y a que des jeunes. Non, il y a des colocations de quadras, il y a des colocations de seniors dans des logements non adaptés. Nous, on a des exemples très concrets. On a des membres comme The Collective à Londres. Ils montent des tours, il est en train de monter des tours de 750 logements participatifs opérés. Il vient d'être financé par des fonds d'investissement dans le mode start-up à hauteur singapourien de 400 millions d'euros il y a 2 semaines. On a, dans les plus jeunes, Station F de Niel qui monte un énorme espace de co-living actuellement à Paris. On a Hacker House. Hacker House, c'est des gens dans l'innovation qui créent des logements mode projet. Donc là, c'est un modèle complètement différent. Ils vont se regrouper pour travailler ensemble. On a Simon de Sirène, l'habitat, co-living entre handicap, non-handicap, en social. Donc on a plein d'exemples. Moi, je pense que le co-living, ça va devenir un marché primaire de l'immobilier, étant donné le contexte. Et ça va être très large. Donc sous le mot co-living, c'est un peu un buzzword aujourd'hui. Il y a plein d'habitats et on va sortir du silo en disant là c'est du bureau, on travaille ici. Là c'est du logement pour les jeunes ou pour les vieux ou social. Et tout ça va s'hybrider et on va recomposer des quartiers plus inclusifs. C'est-à-dire que ce que vous venez de dire, c'est également un autre mode de construction, enfin de manière de vivre, c'est de mélanger les bureaux et l'habitat. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le travail loin, et tout est siloté socialement par quartier, par typologie de la journée. Tout ça va s'hybrider. Il va y avoir des parties de services qui vont être communalisées. Là, on vient de faire un projet avec BNP Real Estate à Porte de Saint-Ouen. Et on a une partie auberge, une partie co-living sur les toits. On a des toits qui sont utilisés en espace de terrasse, gym urbaine, mais qui servent aussi au bureau. On crée du croisement. Et j'ajoute que le co-living aussi peut très bien être intégré dans un projet tel que le projet éco-faubourg sur un petit nombre d'appartements, mais il s'adresse aussi à une population beaucoup plus large, aussi bien des personnes âgées ou des personnes handicapées qui veulent vivre ensemble et mutualiser leurs services et vivre au milieu de la société. Vivre en fait dans la vie, c'est ça. Dans la vie, dans la ville, dans la cité, comme tout le monde. Nicolas, vous vouliez réagir ? Oui, non, c'était simplement pour rebondir en disant que d'une certaine manière, ce qu'on est en train de redécouvrir, c'est les vertus du vivre ensemble et de la solidarité. Et moi, j'ai eu souvent l'occasion de m'exprimer ces derniers temps par écrit, par presse interposée, etc., en disant on a perdu le sens, et en particulier ces 2, 3, 4 dernières années dans les débats institutionnels du Grand Paris, du lien entre innovation d'une part et solidarité.
où on pense qu'il faut être très innovant et que le reste de la caravane va suivre, et d'autres qui disent ah non, stop, il faut arrêter d'innover, l'important c'est la solidarité aujourd'hui. Et on voit bien quand on parle du logement et de conditions de vie concrètes qu'on ne peut pas ni arrêter l'innovation et qu'on ne peut pas non plus renvoyer les solidarités seulement à certains quartiers ou à certaines catégories de gens. C'est plus compliqué que ça, et se vivre ensemble, si on n'arrive pas à en retrouver la formule, ça va être compliqué. Et en même temps, on voit bien qu'on a à portée de main des investisseurs, des acteurs qui sont prêts à prendre des risques et qui travaillent en réseau. Il faut derrière pouvoir développer des partenariats très actifs entre ces acteurs-là de la société civile, entrepreneurs et collectivités, acteurs institutionnels, pour retrouver justement un peu de respiration dans nos villes. Fabrice Simondi. Oui, je rebondis, mais je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. Je pense que c'est le retour du village, en fait. Le retour de l'esprit village. Avant, début de siècle. Un village en plein centre-ville, dans des villes urbanisées, ça vous voulez dire ? Exactement, des sociétés primitives, on vivait ensemble, on partageait, etc. Au début de siècle, toutes les familles étaient regroupées. D'ailleurs, on a voulu enfuir pour s'individualiser, mais on allait peut-être trop loin. Dans cette individualisation, il y a un manque. Et on revient un pas en arrière en se disant c'est quand même bien de pouvoir avoir de la rencontre, s'alimenter de la rencontre, et plus une rencontre imposée. Comme on était en famille, c'est imposé, sa famille, là on peut choisir cette rencontre-là. Et ça, c'est une modernité. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce décloisonnement et recréer ce lien du village. Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de nous dire également tout à l'heure, c'est ces nouvelles expériences qui sont finalement en train de naître en région parisienne, en tout cas en France. Et là, on verra un petit peu dans le futur. On sait qu'il y en a déjà certaines, je crois que c'est sur Montreuil, et vous venez nous annoncer les prochaines sur Saint-Ouen. On va tout de suite passer la parole à notre chroniqueuse du jour. Bonjour Jackie. Bonjour. Mais il faudrait, voilà. Oui, alors, quelle recette de cuisine aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on mange? Alors, aujourd'hui, je vous parle de fraises. Elles sont à maturité. Donc, pour 6 personnes, je vous propose une soupe de fraises. Il faut 500 g de fraises, quelques feuilles de basilic, 50 centilitres de vin rosé ou rouge léger, 50 g de sucre, un bâton de cannelle, facultatif si bien sûr il n'y a pas de cannelle, une gousse de vanille, 4 cuillerées à soupe de vinaigre balsamique. Donc, vous versez le vin dans une casserole, vous y ajoutez la cannelle, la gousse de vanille fendue en deux, le sucre, le vinaigre balsamique, vous portez à ébullition et il faut laisser frémir environ 10 minutes. Pendant ce temps, vous lavez et cueillez les fraises, vous les mettez dans un joli plat de service et vous versez le vin chaud dessus. Vous laissez refroidir et vous réservez au frais. Vous ajoutez les feuilles de basilic et vous pouvez aussi y ajouter une boule de glace pour en faire un dessert très gourmand. Merci beaucoup, Jackie. Bon, un dessert léger pour le printemps, c'est super. Allez, tout de suite une petite pause musicale et après nos invités vont conclure. On laisse une minute? Oui. Après, il est 54, vous avez 4 minutes, c'est bien. On a 4 minutes tous pouvez, les fois. voilà. On ne peut plus reculer après. Vous avez branché votre micro. Hein. J'ai pas pensé, désolée, j'ai pas encore la... Faut que tu mettes ta chaise devant un micro parce que si tu te mets à côté... Tu veux reprendre la parole? On a 4 minutes. J'ai pas le réflexe encore. On a 4 minutes. 4 minutes. Pour nous trois. Oui. Qu'est-ce que je veux dire Comme tu veux. Plus rien à déclarer. Tu veux rien à déclarer? Peut-être, est-ce qu'il y a, quels sont les prochains, dans quelle ville sont vos prochaines constructions? Oui. La musique, voilà. Pour un des concours sur Paris, qui sont, nous espérons bien. Vous dites quand vous êtes prêt, je peux couper la... Ok, ouais, On est prêt parce que là il reste 4 minutes 11, c'est bon. Alors nous il nous reste 4 minutes pour conclure. Vous venez d'entendre Black Eyed Peas sur IDFM avec nos invités du jour, puisque nous parlons nouvelles manières de vivre et de se loger et de vivre, puisque c'est ça le logement, c'est le vivre ensemble, la future société de demain. Vidal Benchemol, quels sont vos prochains projets? Alors, parmi les projets les plus emblématiques que nous poursuivons, il y a effectivement plusieurs concours sur la ville de Paris
où nous espérons bien décrocher la réalisation d'un éco-faubourg absolument exemplaire, car il nous semble que c'est précisément le moyen de faire un buzz mondial. Une ville comme Paris, qui se veut exemplaire, ne peut pas se passer de projets aussi ambitieux que cela. Carrément, le buzz mondial pour la ville de Paris, Oui. c'est les prochains projets. Je pèse mes mots, le buzz mondial. Du co-living finalement, n'est-ce pas Fabrice? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a en tout cas beaucoup de choses qui vont arriver avec ce Grand Paris qu'on est en train de construire. Et j'invite, pour ceux que ça intéresse, je vous le disais, on est une association, Pure House Lab, donc il suffit d'aller sur le site pour s'inscrire et on fera une conférence Co-Live Europe avec de nombreux acteurs internationaux le 11 et 12 octobre prochain. Sur 2 jours, avec des workshops sur le financement, l'aménagement, des témoignages d'expérience. Vous ne profitez pas du Salon des maires également pour faire connaître ce genre de pratiques aux élus? Nous ne serons pas présents au Salon des maires, mais nous avons des membres qui sont bien sûr représentés. Vous reviendrez, Fabrice Simondi, peut-être nous parler de ces 2 jours de conférence. Je rappelle que vous êtes donc président d'une association qui s'appelle Pure House Lab et qui regroupe 400 membres. Quant à Vidal Benchimol, vous êtes un promoteur engagé sur justement cette nouvelle manière de vivre avec le concept d'éco-faubourg. Et Nicolas Buchot, notre urbaniste préféré. Quelques mots pour conclure, peut-être les prochaines conférences? Oui, alors, 2 mots. Tout d'abord pour dire que l'année prochaine, on va fêter les 100 ans de la loi Cornudet. Alors ça... Oh là, qu'est-ce que c'est que comme cette ça, loi? on se dit, mais c'est quoi? Pourquoi il nous parle de la loi Cornudet? C'est très important parce que après la Première Guerre mondiale, c'est là, en 1919, que la France a inventé ces PLU, les plans locaux d'urbanisme. On s'entend d'une certaine manière. C'est la première fois qu'on disait on va avoir des documents de régulation du territoire. Ensuite, après 1945, on a eu un autre mouvement. On a dit, pour faire société ensemble, il faut qu'on vive ensemble mieux. On avait une vision du progrès. Elle a été porteuse du logement social. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Et on n'a pas su reconstruire une sorte de pacte, une sorte de vision collective, qu'elle soit territoriale ou qu'elle soit en matière de logement. Et je pense que c'est pour ça que ces initiatives qui viennent d'associations, qui viennent d'entreprises, sont aussi importantes. Parce que c'est pas simplement... venant de l'État, on voit bien les difficultés, un certain nombre de difficultés liées à la loi Elan, c'est en faisant une nouvelle alliance entre l'ensemble de ces parties prenantes, de ces acteurs. Et effectivement, on en parlera, notamment Vidal Benchimol et Fabrice Simondi seront là, d'autres acteurs aussi. Nous, le 12 juin, dans le cadre du 7e Forum international du Cercle Grand Paris, dont le titre, je pense, résume un peu une partie de nos échanges de ce matin. C'est vraiment passer des investissements dans les infrastructures à la construction du capital social de demain. Et c'est vraiment ça notre priorité. Alors, 12 juin, où ça? Et quelle adresse web pour s'inscrire? 12 juin, au siège d'ICAD, à Issy-les-Moulineaux, cerclegrandparis.org, vous avez tous les renseignements. Merci beaucoup à vous 3 d'être venus jusqu'à nous pour votre présence donc aujourd'hui à l'antenne d'IDFM. Je vous retrouve demain pour une émission avec l'association d'Inactive, les entrepreneurs de la vallée de Montmorency. Bonne journée à tous, il va faire beau, profitez, sortez, allez marcher, faites du sport dès que vous avez du temps pour vous. Très bien, très bien.